prédictions des analystes internationaux à propos de la Troisième Guerre mondiale commencent à se réaliser. Les nations entrent à nouveau dans une série de conflits plongeant l'humanité dans le chaos et le désastre. Toute personne qui fait attention à ce qui se passe tous les jours dans le monde se rend compte que nous avons affaire à une situation critique et délicate. Une crise économique qui, depuis 2008, est en train de faire sombrer l'économie et d'appauvrir les pays en voie de développement. L'apparition de conflits dans le monde qui font face aux grandes puissances sont les principaux sujets non seulement pour les politologues et les analystes économiques, mais également pour les citoyens d'inquiétude dans laquelle nous nous trouvons quant à un déclenchement d'un nouveau conflit mondial. La guerre en Syrie, qui a commencé en 2011 entre le gouvernement syrien et les rebelles, inclut principalement la Russie et les USA, avec Poutine soutenant Bachar el-Assad et Obama soutenant les rebelles. La Russie n'est pas prête à laisser les États-Unis et ses alliés envahir la Syrie, parce que la Syrie est un allié important de la Russie. En effet, la Russie a une base navale dans la ville syrienne de Tartous. C'est pourquoi la Syrie est stratégiquement importante pour la Russie dans le Moyen-Orient. La Syrie n'est pas la seule à être supportée par la Russie. La Chine et l'Iran sont d'autres alliés de Bachar el-Assad qui ne sont pas prêts non plus à voir l'Occident envahir la Syrie. La Russie a fourni durant longtemps du matériel à l'armée syrienne et envoyé des navires de guerre dans la région, ajoutant encore récemment un soutien aérien aux forces de Bachar el-Assad avec l'envoi de troupes par l'Iran. En face, les États-Unis avec ses alliés ont bombardé le territoire syrien et ont soutenu les ennemis rebelles d'Al-Assad. Par conséquent, un affrontement direct entre ces puissances ou une invasion par la Maison-Blanche et de ses alliés en Syrie serait considéré comme une aggravation majeure du conflit, poussant alors les grandes nations à entrer dans une bataille au risque de provoquer le déclenchement d'une guerre à grande échelle. Quelque chose de semblable est en train de se dérouler dans le conflit qui a lieu en Ukraine. Un conflit qui a commencé en 2014 par l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie et la confrontation consécutive entre les forces du gouvernement ukrainien et les rebelles pro-russes. Depuis, selon des sources fiables, une course s'est établie entre les Russes envoyant des troupes, des chars et des armes aux pro-russes séparatistes et l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis qui ont fait la même chose avec le gouvernement ukrainien. Un conflit qui touche principalement les États-Unis et la Russie, aussi bien que l'Union européenne et l'OTAN. Bien qu'il n'y ait pas encore de guerre en vue, les tensions se sont intensifiées entre les deux Corées depuis 2013, menant à une rupture de l'armistice de 1953 qui faisait état d'un pacte de non-agression entre les deux pays. Le régime nord-coréen de Kim Jong-un a décidé de mener plusieurs essais nucléaires. Ceci non seulement comme une démonstration de force, mais également comme une réponse aux sanctions économiques de l'ONU à ce pays, ainsi qu'aux manœuvres des forces américaines et sud-coréennes dans les eaux proches de la Corée du Nord. La reprise d'un conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec la participation des États-Unis à l'appui de ce dernier, verra probablement l'implication de la Russie dans cette guerre et surtout de la Chine, qui soutiendront tous deux le régime nord-coréen. Le programme nucléaire iranien, sur lequel le gouvernement de l'Iran communique, aurait pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé, a rendu suspicieux le gouvernement d'Israël et les États-Unis, qui pensent que le véritable objectif de ce programme est de créer des bombes nucléaires pour attaquer Israël ou les États-Unis. Ainsi, les États-Unis, avec l'Europe, ont décidé d'appliquer des sanctions économiques à la nation iranienne afin d'empêcher la production de ces prétendues armes de destruction massive. Cette situation est à l'origine de fortes pressions, en particulier entre l'Iran et Israël, ce dernier affirmant qu'il est prêt à attaquer l'Iran pour mettre fin à son programme nucléaire. Nous savons tous à quel point cela serait grave si les États-Unis et Israël envahissaient l'Iran, car la Russie et la Chine supporteraient alors l'Iran sans hésitation. Concernant la situation diplomatique complexe entre les États-Unis et le Venezuela, il faut se rappeler la crise vécue par la Bolivie,
qui a engendré des manifestations antigouvernementales sanglantes contre le gouvernement de Nicolás Maduro, puni par le gouvernement des États-Unis avec des sanctions économiques sévères. Ceux-ci ont alors tenté d'envahir le Venezuela sous prétexte de protéger la population civile. Un conflit grave pourrait commencer, impliquant d'autres alliés du Venezuela, incluant plusieurs pays latino-américains, ainsi que probablement la Russie et la Chine. Si nous considérons tous ces conflits et fortes tensions diplomatiques face aux grandes puissances, avec la crise économique mondiale que nous subissons, il n'est pas inimaginable de considérer que tout cela pourrait mener à une guerre sans précédent. Mais pourquoi devrions-nous penser que nous sommes à la porte de l'éclatement d'un conflit mondial, même en ayant tous ces conflits et ces tensions? Il y a eu d'innombrables conflits localisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi céder au pessimisme et aux avertissements alarmistes? Cependant, le meilleur moyen de comprendre pourquoi les puissances considèrent ensemble qu'une guerre est plus que probable est de regarder le genre de décisions qu'elles prennent en ce moment. Par exemple, le gouvernement chinois, qui fait état en la matière de peu de transparence, augmente sans cesse sa force militaire et son expansion sur des espaces maritimes et aériens et a multiplié son budget militaire par 4 en 10 ans, ce qui péjore leurs relations avec le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. En outre, la Chine a augmenté ses importations de riz de 400%, de 575 000 tonnes de riz en 2011 à plus de 2,6 millions de tonnes en 2012. Et pourtant, ce qui nous alarme est que toutes ces quantités de riz sont actuellement stockées. En outre, le gouvernement chinois a construit au cours des dernières années de grandes villes avec une capacité d'accueil de 64 millions de personnes, aujourd'hui achevées sans être encore habitées. Elles sont construites dans des régions éloignées des zones périurbaines. La Russie, quant à elle, aurait construit 5000 bunkers en 2012. Ces 5000 nouveaux abris ont été construits dans la capitale, à Moscou, et les représentants du gouvernement russe ont précisé que ces bunkers étaient destinés à la population générale que sur de futurs événements. L'Europe, quant à elle, a rapidement construit et équipé ce qu'on appelle le Domesday Seed Vault à Svalbard, en Norvège. Une place qui contient des dizaines de milliers de variétés de semences, conservées en cas d'événements majeurs, comme une guerre nucléaire ou une catastrophe naturelle. La Russie, pour sa part, a également créé une sorte de magasin dans lequel est stocké l'ADN de presque tous les êtres vivants sur Terre, ainsi que de races déjà éteintes par l'entremise de l'Université d'État de Moscou. Le projet vise à recueillir l'ADN de tous les êtres vivants existants, de les geler et de les préserver. D'autre part, le gouvernement américain a accumulé des dizaines de millions de denrées alimentaires d'urgence ainsi que d'autres fournitures et a créé des centres de distribution d'urgence à travers tout le pays. Le gouvernement a également acheté près de 2 millions de pièces de munitions au cours des dernières années. Le Pentagone a développé et entraîné des simulations d'effondrement économique à grande échelle avec troubles civils. Depuis 2012, la Russie a commencé la modernisation de son système de missiles et la production des missiles S-400, SAM, en cours de déploiement dans les zones frontalières et côtières du pays. Vladimir Poutine a adopté le 26 décembre 2014 une nouvelle doctrine militaire, les USA et l'OTAN devenant les principales menaces. M. Poutine a également annoncé le 16 juin 2015 que la Russie augmentait son arsenal nucléaire, ajoutant plus de 40 missiles balistiques intercontinentaux à son équipement. Ceci pour faire suite à la plainte des autorités russes concernant le plan américain qui consisterait à déployer des chars et des armes dans les États frontaliers de l'OTAN avec la Russie. Il y a également eu de nombreuses observations des unités militaires russes, aviation, navires, sous-marins en Europe. Voici quelques exemples de la façon dont les puissances se préparent à un conflit imminent afin de protéger leurs intérêts. Les États-Unis, placés devant cette crise économique qui met en péril son hégémonie comme puissance économique de premier plan, ainsi que par le développement progressif de la Chine qui lui ravirait cette première place, est porté à entreprendre l'une des plus anciennes stratégies des USA, assure le cabinet d'Obama.
l'envahissement des pays afin de saisir leurs ressources naturelles. Pour cette raison, les États-Unis portent leur regard sur des pays comme la Syrie, l'Iran et le Venezuela, les pays riches en pétrole et en gaz. Le Venezuela dispose des plus importantes réserves de pétrole et l'Iran en est le 4e mondial. Les USA savent qu'ils ont besoin de ces réserves de pétrole pour rester la première puissance mondiale et faire face à la montée de la Chine et de la Russie, pays qui ont des accords commerciaux importants avec la Syrie, l'Iran et le Venezuela. Obama sait que la prise de contrôle de ces pays permettrait aux USA de garder sa place. Mais la Chine et la Russie veulent détrôner les États-Unis à travers leur stratégie économique, conclure des accords avec différents pays dans leur propre monnaie, donc sans utiliser le dollar. Pour cela, la Russie et la Chine vont devoir défendre leurs intérêts en Syrie, en Iran, au Venezuela et dans d'autres pays sur lesquels les États-Unis veulent étendre leurs tentacules. Ainsi, les deux clans de ce nouveau conflit mondial seraient, d'un côté, sous la direction américaine, la coalition formée d'Israël, de l'OTAN, du Japon, de la France, du Royaume-Uni, de la Corée du Sud, principalement. Et de l'autre, dirigée par la Russie, nous aurions la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie, le Venezuela, Cuba, et d'autres sans doute. Obama a déjà pris des mesures, non seulement à cause des révoltes arabes qui ont déstabilisé les pays du Moyen-Orient, mais aussi par l'application de sanctions économiques envers la Russie, la Corée du Nord, le Venezuela, et en incitant les conflits entre les deux Corées, en Ukraine, au Venezuela, en Syrie, en essayant de sortir victorieux dans ces guerres par procuration, avec l'intention de provoquer ses rivaux et de prendre le contrôle des ressources naturelles de ces pays. Nous ne devons pas oublier que les États-Unis sont disposés à entreprendre toute action visant à utiliser des prétextes nécessaires pour l'invasion. Ces mauvaises actions sont non seulement perpétuées par les États-Unis, mais par d'autres puissances qui utilisent l'élite pour convaincre l'opinion publique de procéder à une mesure ou une décision ultérieure qui atteindra leurs véritables objectifs. Si nous passons en revue les archives de journaux de notre histoire, nous pouvons trouver de nombreux exemples d'attaques autogérées ou des attaques sous de fausses bannières, comme par exemple 1898, guerre de l'indépendance de Cuba. Les États-Unis coulent leur propre navire, le Maine, et rejettent la faute sur les Espagnols. Ainsi, ils ont créé le prétexte pour déclarer la guerre. L'incident de Maïnila, en Russie, 1939. À cette époque, l'Union soviétique avait besoin d'une excuse, d'un prétexte pour commencer l'invasion de la Finlande. Le gouvernement soviétique a alors décidé d'une fausse attaque finlandaise en faisant tirer les canons contre son propre peuple dans la région de Maïnila, région limitrophe de la Finlande, puis rejeter la faute sur les Finlandais afin de les envahir. Les attaques du 11 septembre 2001, les attentats de Madrid en 2004 et de Londres en 2005 sont forcément des attaques, ou plutôt des auto-attaques qui continuent à jeter le doute sur les faits, mais qui sont suffisamment satisfaisants pour continuer à convaincre la citoyenneté de la permanence des militaires dans le Moyen-Orient, par la nécessité de lutter contre ces terroristes, afin d'avoir accès aux ressources naturelles de ces pays. Ainsi a commencé la lutte contre les terroristes qui, curieusement, ont été parrainés et financés par ces mêmes personnes qui maintenant les chassent. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le dis, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Non, vous êtes fou. Écoutez, d'abord, je vous permets pas d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. La France soutient. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Gazienne, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra.
Vous ne pouvez par pas dire que la l'intermédiaire France des rebelles soutient syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la Défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. La même histoire régit désormais ISIS, le groupe terroriste formé d'une partie d'Al-Qaïda dont le financement provient principalement des États-Unis et de ses alliés du Moyen-Orient. La création de l'État islamique a eu pour effet d'accroître l'instabilité et le chaos déjà provoqués auparavant par l'Occident avec la propulsion des émeutes arabes en 2011 en Tunisie, en Libye et en Syrie pour renverser les gouvernements de ces pays et ainsi avoir accès à leurs ressources. Il est prouvé que les États-Unis ont financé ces révolutions et même des mercenaires dans ces pays formant les armées rebelles qui ont été fournis en armes à la fois par l'Europe et les États-Unis et qui finissent ensuite dans les mains des djihadistes. Parce que dans ces groupes rebelles, il y a non seulement des mercenaires engagés par les États-Unis, mais aussi des djihadistes appartenant à Al-Qaïda ou ISIS. Cette relation étroite entre les mercenaires et les djihadistes est le résultat d'une entreprise qui est responsable de leur formation afin de fournir des mercenaires au gouvernement qui souhaite les embaucher pour leurs activités. Une entreprise qui se fait appeler curieusement ISIS, Integrated Systems Improvement Services, et qui vise à l'amélioration des services des systèmes intégrés. C'est une entreprise qui offre une sécurité, des renseignements, de la technologie et de la formation au gouvernement et aux entreprises privées. C'est une entreprise qui forme des mercenaires. La création de ce groupe terroriste a aussi peut-être comme but l'intention de confondre l'Iran avec ses terroristes. Le Premier ministre israélien Netanyahou a déclaré à plusieurs reprises que l'Iran fut le financier de groupes terroristes, impliquant également ce pays dans une éventuelle perspective d'attaque nucléaire contre les États-Unis ou contre un allié de celui-ci, et que l'Iran aurait prétendument fourni des armes nucléaires aux djihadistes à ses fins. Ainsi, les États-Unis et ses alliés auraient eu le prétexte pour envahir l'Iran. Alors que nos dirigeants peuvent devenir extrêmement ambitieux et capables d'actes répréhensibles dans la poursuite de leurs propres intérêts, certainement personne ne pourrait être intéressé par le déclenchement d'une troisième guerre mondiale qui serait probablement nucléaire et ainsi provoquer la destruction et le chaos indicible sans aucune perspective économique d'avenir. Quels sont donc les intérêts possibles en jeu dans une nouvelle guerre mondiale ? Dans cette guerre, il n'y aurait pas de pays gagnant. Les seuls gagnants seraient ceux qui tirent réellement les ficelles, ceux qui sont au-dessus de la classe politique et qui utilisent les autres comme des marionnettes pour atteindre leur objectif. C'est l'élite économique et financière. Et bien que les grands employeurs qui se trouvent dans cette élite, les banquiers par exemple, seraient gravement affectés par une guerre nucléaire mondiale, la véritable élite, quant à elle, viserait des objectifs qui ne sont pas économiques, mais plutôt des objectifs de pouvoir et de contrôle. Cette élite, conduite principalement par plusieurs familles milliardaires, telles que les Rockefeller, Rothschild et Morgans, qui au fil du temps ont conquis à la fois la puissance économique et financière et le contrôle politique à travers leurs institutions. Leurs entreprises sont désormais les pilotes du monde, les moteurs des guerres dont les opérations consistent à étendre leurs tentacules partout où ils voient que cela est nécessaire. Grâce à l'encouragement de ces guerres mondiales, l'élite n'aura pas seulement augmenté ses avantages économiques, mais aura élargi son contrôle sur le système et réalisé des objectifs concrets qui les conduiront lentement à leurs objectifs ultimes. Mais quels sont les objectifs à atteindre par les puissants pour cette nouvelle guerre mondiale ? 1. La réduction de la population. Des personnalités telles que David Rockefeller et Bill Gates ont exprimé leur préoccupation au sujet du nombre d'êtres humains qui peuplent la planète et la nécessité donc de réduire la population mondiale. Ils disent que nous sommes déjà presque 8 milliards et que la croissance ne permet plus de vivre dans un monde aux ressources naturelles limitées. Non seulement ils souhaiteraient réduire la population mondiale et ainsi la pression sur les ressources naturelles, mais ce serait également cela qui leur permettrait d'exercer plus facilement un plus grand contrôle sur l'humanité. Une guerre nucléaire est parfaite pour tuer des millions de personnes, qui reste un obstacle à l'élite.
les pays qui ne sont pas touchés directement par le conflit, largage de bombes nucléaires par exemple, durement touchés par l'absence complète ou la rareté de la nourriture, ce qui se traduira par la folie des citoyens se tuant pour obtenir les dernières ressources restantes ou tout simplement se laissant mourir de faim. Deuxièmement, l'écroulement des États et de l'économie mondiale. L'un des objectifs importants de cette guerre mondiale est la destruction des États afin de pouvoir couler les économies, d'où une augmentation du chômage à 100%, ce qui provoquera une perte totale de la valeur de l'argent, puis une panique et le chaos parmi les citoyens qui devront rivaliser d'ingénuité et de combativité afin de pouvoir survivre. Cela aboutira à un vide du pouvoir politique et donc les gens seront laissés sans directive politique, sans personne pour maintenir l'ordre dans chaque pays, créant ainsi une situation internationale d'absence complète de contrôle, ce qui obligera l'humanité à être plus réceptive à l'introduction d'un nouvel ordre mondial. À ce stade, il est important de considérer les migrations de masse qui se produisent en Europe par des personnes touchées par des conflits, notamment en Syrie, et qui pourraient conduire à l'effondrement des États européens, amenant le chaos et la division au sein de l'Union européenne. Troisièmement, la destruction de la moralité. Cette troisième guerre mondiale pourrait aussi provoquer l'effondrement de toute morale, valeur, espoir de l'être humain, ce qui le conduirait au désespoir et à l'insignifiance de tout cela. De cette façon, la population serait plus facilement tentée par toute forme d'ordre qui peut offrir un retour à l'espoir et aux valeurs humaines. Il est important de frapper l'être humain dans les aspects physiques, moraux, économiques, sociaux et spirituels, comme un bateau à la dérive sans but, de sorte que vous puissiez tout contrôler presque sans entrave. Tous ces facteurs sont nécessaires pour permettre, comme l'a dit Rockefeller, une crise parfaite, un grand cataclysme social qui oblige la population du monde à accepter la seule solution possible tant recherchée par l'élite depuis des années, la création d'un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial comme la seule alternative à tout ce mal, avec la promesse qu'une telle union de tous les pays et les civilisations sous un seul État raie toute guerre ou tout problème majeur entre les êtres humains. Même si cela peut ressembler à quelque chose de beau et pour le bénéfice de tous, il y a derrière cela l'intention macabre d'amener l'humanité sous un contrôle total. Mais l'humanité n'est-elle pas déjà contrôlée par l'élite? Eh bien, cette mise sous tutelle a certainement déjà été atteinte par le système capitaliste. Ce mode de vie a son avantage qui leur donne une portée sur presque tous les pays. Cependant, ils veulent un contrôle absolu sur nous et réduire une grande partie de la population mondiale afin de rendre ce contrôle plus facile et plus viable et de mettre fin à l'augmentation incessante de la population qui pourrait entraîner de nombreuses instabilités. La Troisième Guerre mondiale est également nécessaire car une crise économique à elle seule ne devrait pas pouvoir entraîner le soulèvement nécessaire au niveau international. Mais en qui allons-nous placer notre confiance après tout ce chaos, après tant de corruption, d'injustice voulue par cette élite économique, financière et politique ? Les mêmes marionnettes politiques ainsi que l'élite économique et financière nous ont conduits à cet enfer. Nous savons qu'ils vont provoquer une nouvelle guerre mondiale pour créer par conséquent un ambitieux gouvernement mondial. Mais qui va pouvoir le conduire ? Cette dernière partie de la vidéo est une théorie sur ce qui pourrait arriver après la Troisième Guerre mondiale pour mener à bien la création d'un gouvernement mondial. Nous la présentons comme une hypothèse dans laquelle vous pouvez décider de croire ou non, mais nous vous recommandons de ne pas l'oublier. Nous vivons dans un système non seulement de criminels et d'assassins, mais également dans un système caché, un système qui est à nous, qui nous ment, dissimule des informations. Il nous cache des découvertes de remèdes pour des maladies qui ne peuvent soi-disant pas être guéries, comme le remède contre le cancer. Des avancées technologiques fortes, la manipulation génétique de l'ADN humain ainsi que toutes les expériences sur les animaux qui ne sont officiellement pas dévoilées.
Que penseriez-vous si je vous disais que la technologie à laquelle nous sommes habitués à voir dans les films ou que certaines personnes affirment avoir vu, en étant persuadées qu'il s'agit d'une technologie venue des extraterrestres, que cette technologie a bel et bien été créée ici, sur Terre, par les gouvernements. Ah, certes, vous pourriez penser que je suis fou, que c'est impossible et que nous sommes juste des lunatiques qui avons vu trop de films de science-fiction. On sait que les nazis ont été les pionniers dans la création de ce qu'on appelle la technologie antigravité. Le général de la SS, Hans Kammler, qui était aussi ingénieur scientifique, était chargé du développement du missile V2, des avions à réaction, des ailes volantes, et était en charge d'un projet pour créer un véhicule capable de monter en flèche comme les fameux prototypes d'OVNI. Les nazis étaient en charge de plusieurs essais sur cette nouvelle technologie d'antigravité qui ont été confisqués par les Américains après avoir remporté la guerre à travers l'opération Paperclip. Cette opération a permis à de nombreux scientifiques nazis d'émigrer aux États-Unis afin de poursuivre leurs recherches. Parmi les scientifiques nazis, le plus connu fut Wernher von Braun, qui était en charge de nombreux projets de la NASA. Nous pouvons nous demander ce que vient faire toutes ces informations avec la Troisième Guerre mondiale et pourquoi l'élite nous cache ces informations. Selon certaines sources, l'étape finale que l'élite mettra en place après la Troisième Guerre mondiale, après la création du gouvernement mondial, sera une fausse venue des extraterrestres. Autrement dit, l'élite a préparé une présentation de fausses hypothèses sur des êtres d'autres planètes qui viendraient pour nous aider. Ce mensonge sera orchestré par l'élite et soutenu par leurs établissements de médias. Ces êtres, qui vont sûrement être d'apparence humanoïde, mais avec des différences d'un autre monde pour assurer une plus grande acceptation par nous, diront qu'ils nous avaient créés il y a longtemps, mais qu'ils ont attendu pour voir si nous pouvions résoudre notre propre problème. L'élite ne veut pas de nos problèmes actuels, tels que la faim, les guerres, les maladies à résoudre, enfin bref, tous ces maux réunis dans le système dans lequel nous vivons, afin de nous procurer un plus grand attrait et une acceptation pour la mise en œuvre d'un gouvernement mondial. Ces nombreux conflits armés, l'aggravation de nos problèmes, les crises diplomatiques, et en ce moment la pire crise économique de tous les temps, ne sont-ils que pure coïncidence? Non. Il y a certainement une autre cause à tout cela. Il est compréhensible que cela semble paranoïaque et manque de crédibilité, mais si nous examinons le système dans lequel nous vivons et regardons le bombardement constant des médias sur l'hypothèse d'une vie sur d'autres planètes à travers des séries, des films, musique, des politiciens, des personnalités de l'Église, pour parler de ce sujet d'une manière sérieuse, nous nous rendons compte qu'il y a derrière cela une farouche intention de nous convaincre sur une telle idée. Et si vous pensez que personne ne croira à cette farce extraterrestre, je vous donne un exemple historique. Le 30 octobre 1938, une émission de radio à New York a publié une fausse histoire d'une invasion extraterrestre, transmise par l'animateur de l'époque, Orson Welles. Le programme était une dramatisation d'un livre appelé « La guerre des mondes », diffusé comme si c'était une vraie nouvelle. Le résultat fut que des milliers et des milliers de personnes ont fui New York, persuadées d'une attaque extraterrestre. Si à l'époque ce fut un succès, imaginez ce qui pourrait arriver aujourd'hui avec toutes ces technologies opérationnelles et des êtres humanoïdes créés dans les laboratoires. Les gens qui ont revendiqué cette farce d'un atterrissage extraterrestre étaient des scientifiques de la NASA. Wernher von Braun, avant de mourir, a averti que l'élite préparait un faux atterrissage extraterrestre comme stratégie pour attirer les masses vers un gouvernement mondial. Et Bill Cooper, un ancien membre de l'armée américaine, tué par la police en 2001, avait affirmé que les ovnis sont créés par notre technologie, il y a longtemps, et gardés cachés pour cette farce théâtrale. Nous ne savons pas si cette hypothèse de faux extraterrestre est vraie, et nous la présentons en tant que telle, comme une hypothèse à laquelle vous pouvez décider de croire ou non. Mais nous vous recommandons de ne pas oublier que cet atterrissage de faux extraterrestres pourrait se reproduire et ainsi éviter de tomber dans le piège.
tenu de toutes ces informations sur une imminente troisième guerre mondiale, que pouvons-nous faire ? Face à une telle situation critique, il faut parfois regarder les archives de journaux de notre histoire et voir ce que nos ancêtres ont fait à ces moments aussi graves. Une révolution. Compte tenu de la situation de crise internationale dans laquelle nous nous trouvons et le peu de temps à disposition, l'action la plus efficace que nous devons mener est une révolution internationale impliquant la prise des parlements par le peuple de tous les pays possibles, en particulier ceux qui disposent des armes nucléaires, et forcer nos politiciens à veiller à ce que toutes les ogives allant porter des missiles nucléaires soient détruits immédiatement. Nous avons pour cela besoin de convaincre les organismes de sécurité, de l'armée, de l'État, afin qu'ils nous rejoignent, car nous aurons besoin de leurs aides et des armes. Mais la première chose qui doit être faite avant toute action énergique est de diffuser cette information afin qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes et partager cette vidéo à travers les réseaux sociaux en utilisant les mêmes réseaux pour créer un espace de débat et de décision au niveau international. Il est temps, frères et sœurs, que nous nous élevions contre cette élite, que nous laissions de côté nos différences stupides, nos peurs, notre égoïsme, que nous nous efforcions de sauver l'humanité, que nous nous battions pour les générations futures, que nous finissions avec ce système criminel et meurtrier qui nous tourmente, nous rend esclaves, fait de nous des êtres dociles et vides, sans valeur. Cette vidéo est un appel international à l'action. La cause de tout, vous savez ce que c'est? La cause de tout, c'est la peur, la sale petite peur, rien que ça. C'est pas difficile, si ce jour-là tu es le meilleur, tu gagnes. Et puis vient le jour de la défaite. Tôt ou tard, il y a un type qui s'amènera et te flanquera ta raclée. Tu pourras toujours te dire que tu n'étais pas en forme ou que tu as vieilli. Ce qui est certain, c'est que tu finiras par perdre. Tout ce que tu peux espérer, c'est de demeurer le meilleur. Un moment. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se faire respecter, sinon on n'est que dalle. Tout le monde est là, qui vous jauge, vous juge. Depuis toujours, à chaque fois que j'ai eu un problème, eh bien c'est grâce à ces deux-là que je l'ai réglé.